Bonjour, alors aujourd'hui donc on va attaquer le chapitre 3. C'est un chapitre qui est très simple, qui demande seulement de faire des calculs d'intégrales, double, simple, triple, etc. Bien, on va commencer par le centre de masse. Alors c'est un chapitre qui est donc qui va concerner donc la cinétique. La cinétique, c'est tout ce qui concerne la masse d'un système ou bien d'un solide. Alors centre de masse, alors je vais prendre un système S. Je vais commencer par définir c'est quoi le centre de masse. Je vais prendre donc je vais commencer par le cas particulier d'un système discret, hein, si vous voulez, cas particulier, système discret. Donc je prendrai un système discret. Alors le système discret, je vais prendre au départ un système qui contient seulement 2 points. Ça, vous le savez très bien, mais quand même, je vais commencer par ce point-là, parce que c'est un cas qui est très très simple, très bien à étudier. Donc je prendrai donc un système sigma, que je note toujours sigma, le système, qui est égal, donc qui est défini comme la somme, bien l'union, de 2 parties, i est égal à 1 jusqu'à 2. Je prendrai 2 points matériels mi de masse mi. C'est-à-dire j'aurai 2 points matériels M1 et M2 de masse M1 et M2 et je vais chercher donc la position de ce point qu'on appelle centre de masse. Avant de déterminer la position du centre de masse, je vais donc définir c'est quoi le centre de masse. Alors par définition, le centre de masse, je parle uniquement de M1 M2 pour l'instant. Comme ça, on va définir le centre de masse par la suite. Par définition, dans ce cas discret de 2 masses, le centre de masse de M1 M2 de sigma, et le point est un point, et le point noté G, et ce point, il va vérifier la relation suivante, vérifiant la relation suivante. Ça, c'est la définition du centre de masse. C'est quoi? C'est M1, la masse M1, G M1 plus M2, G M2 est égal à 0. Ça, c'est la définition du centre de masse. D'accord? Ça, c'est par définition. Ou bien, je pourrais l'écrire aussi, la somme I allant de 1 à 2. Vous voyez très bien parce que je n'ai que 2 points. Donc, je mettrai de 1 à 2. I allant à 1, 2. De MI, GMI est égal à 0. Alors, j'aimerais bien l'écrire sous cette forme-là et sous cette deuxième forme. Pourquoi? Parce qu'après, je vais généraliser de 2 points à plusieurs points et par la suite à un système continu. Ça, c'est la définition du centre de masse. Alors, c'est un point qui est donc défini par ça. Alors, si je prends par exemple mes 2 points, voilà mes 2 points par exemple. Voilà par exemple mon point M1 de masse M1 et j'ai mon point M2 de masse M2. Alors, le centre de masse est un point qui va être situé entre M1 et M2, quelque part entre M1 et M2, d'accord? Quelque part entre M1 et M2, d'accord? Sur le segment M1 M2. Pourquoi? Parce que si vous voulez, si vous prenez la relation du centre de masse qui est ici, c'est M1 GM1 plus M2 GM2 est égal à 0. Je vais exprimer par exemple G, la position du centre de masse, ou bien je vais exprimer GM1 fonction de M1 M2 pour voir. Alors j'ai donc M1 GM1 plus M2 GM2. Ce GM2, je vais le scinder en 2 parties en introduisant le M1 ici. Et donc je vais avoir M1 GM1 plus M2 GM1 plus
plus M1, M2 est égal à 0. Et donc, je vais avoir M1, GM1 plus M2, GM1, pardon, M1, GM1 plus M2, GM1, c'est-à-dire que c'est M1 plus M2, GM1, plus M2, M1, M2 est égal à 0. Et ceci entraîne que le GM1, le vecteur GM1, vous voyez très bien le vecteur GM1, ceci entraîne que le vecteur GM1 est un vecteur qui est parallèle à M1, M2, qui est parallèle à M1, M2, et en plus, vous allez voir que GM1 est égal à M2 sur M1 plus M2, M1, M2, mais avec un signe moins. Le GM1, parce que vous allez faire passer ce terme-là, et vous aurez le GM1 est égal à moins M2 sur M1 plus M2, facteur de M1 multiplié par M1, M2. Vous voyez le vecteur M1, M2, le vecteur GM1, c'est ce vecteur-là, d'accord? C'est ce vecteur-là, et le vecteur M1, M2, bien sûr, c'est ce vecteur-là. Vous voyez très bien que ces deux vecteurs sont parallèles, sont collinéaires, Et donc, si vous voulez, le point G, c'est un point qui va être à l'intérieur. Vous allez voir que je vais donner, par exemple, le GM2. Par exemple, si je prends le GM2, c'est exactement pareil, sauf que le GM2, je vais refaire la même chose ici. M1 GM2 plus M1 M2 M1 plus M2 GM2. Je vais trouver que le M2 est égal à M1 sur M1 plus M2, M1 M2. Alors, ceci veut dire que aussi le GM2, il est parallèle à M1, M2, et en plus que le point G, on peut constater que le point G, on peut le démontrer. On peut constater que le point G, il est entre M1 et M2, il n'est pas de ce côté-là, mais il est ici, à l'intérieur, parce que si je prends le GM1, c'est moins M1, M2, moins quelque chose fois M1, M2. Ça veut dire que le point G va être situé de ce côté-là. Si G est situé de ce côté-là, vous allez avoir GM2 négatif. Or, GM2 il est positif, ça veut dire que le G il est à l'intérieur. Bien. Alors, autre chose, si je cherche les coordonnées, ce qui est important, les coordonnées de G, c'est-à-dire du centre de masse, par rapport à un repère, par exemple, donné R0 d'origine O0, X0, Y0, Z0. Alors, c'est ça qui nous intéresse, ce sont les coordonnées. Eh bien, je vais reprendre cette relation qui est très importante, c'est la définition du centre de masse. Je vais reprendre cette définition. Ça, c'est la définition du centre de masse. Plus M2, GM2 est égal à 0. Eh bien, puisque le repère R est d'origine O0, je vais introduire le O0 ici pour avoir les coordonnées du vecteur OG par rapport au repère R0 et de même M1, M2. Je vais avoir M1 GO0 plus O0 M1 plus M2 GO0 plus O0 M2 est égal à 0. Eh bien, vous aurez M1 GO0 plus M2 GO0, ça fait M1 plus M2 GO0 plus M1 O0 M1 plus M2 O0 M2 est égal à 0. Eh bien, quand je vais faire passer ceci de l'autre côté ou bien de ce côté-là, je vais avoir O0G est égal à 1 sur M1 plus M2 facteur de M1 OM1, O0 M1 plus M2 O0 M2. Voilà, M2. Voilà, donc je suis arrivé ici. Ça veut dire quoi? Ah ben, c'est ça ce qui nous intéresse. Ce sont les coordonnées du point G par rapport à un repère R0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mes deux masses, M1 et M2. Voilà ma masse M1, d'accord? M2. Le point G, il sera quelque part, le centre de masse. Et je prendrai par exemple un repère. Voilà mon repère.
d'origine. Et là, j'ai par exemple la base x0, y0, z0. Et je cherche les coordonnées de G. Chercher les coordonnées de G, ça veut dire x, y1, vous aurez le x, y, z de G en projection. Alors, les coordonnées de G, on va les noter x, g, y, g, z, g. Les coordonnées du point M1 par rapport au R0, on va les noter x1, y1, z1. Et celles de M2, x2, y2, z2. Alors regardez ici, cette relation que je vais écrire aussi comme ceci, parce que je vais la généraliser par la suite, je vais écrire une sommation. Je vais d'abord écrire ceci. Alors, je vais noter M. Je vais noter M est égal somme I est égal à 1 à 2 des MI. C'est-à-dire, c'est M1 plus M2. D'accord? La somme. M, c'est la somme. Alors, cette relation, elle va devenir O0G est égal à 1 sur M, somme I allant 1 à N à 2 de MI O0 MI. C'est-à-dire M1 O0 M1 plus M2 O0 M2. J'en ai besoin de ces notations parce que je vais généraliser par la suite. Alors, autre chose. Si je note XG, YG, ZG, les coordonnées de G par rapport à un repère R0, je vais avoir le XG, le YG et le ZG est égal 1 sur M et 1 sur M, la somme MI OMI, le vecteur OMI apport coordonnées XI, YI, ZI fois MI, et donc je vais avoir, si vous voulez, une somme, je mettrai la somme si vous voulez, la somme, je mettrai ici la somme. Alors ceux qui ont des problèmes, c'est la somme de quoi? De MI, ben, chaque chose à sa place, si vous voulez, c'est MI, XI, MI, YI et MI, ZI. Alors, si vous voulez, si vous n'avez pas bien compris, alors vous allez écrire comme ceci. Vous allez écrire que XG, ou bien je vais écrire les trois. XG est égal à 1 sur M, sigma I allant 1 à 2, MI, XI. Voilà mon premier M, le XG. Le YG, c'est-à-dire les coordonnées de G dans le repère R0, c'est 1 sur M, sigma I1 à 2, MI, YI. Et pour le ZG, c'est 1 sur M, sigma I allant 1 à 2, MI, ZI. Voilà les trois coordonnées, qui nous donnent la position, du point G par rapport au repère R0 donné. Bien, tout ce que nous avons fait pour deux masses, on peut les faire pour un système sigma de plusieurs masses si je prendrais un système toujours discret. Si vous avez un système discret de plusieurs masses, et non pas de deux masses, vous allez avoir G effacé, G effacé. Si maintenant mon système sigma, toujours c'est un cas particulier, non pas de masse, mais n masses. MI de masse petite MI. J'ai plusieurs masses, Eh bien, le centre de masse par définition, point G, c'est la somme I allant de 1 à N, MI, GMI est égal à 0. Et c'est ça que nous avons déjà écrit. C'est M1 GM1 plus M2 GM2. Je l'ai déjà écrit, j'ai déjà écrit cette relation. C'est la somme MI GMI est égale à 0. C'est-à-dire M1 GM1 plus M2 GM2 plus M3 GM3 plus M4 GM4 jusqu'à N est égal à 0. Donc la première relation. Alors la deuxième relation, si vous posez M est égal à la somme de I est égal à 1 à N des MI, vous aurez la masse totale du système. Très bien. Et après, vous aurez le O0G. Le O0G est égal à 1 sur M, sigma I allant de 1 à N,
MI O0 MI. C'est la généralisation de ceci. D'accord? Et par la suite, les coordonnées du centre de masse, c'est ce qui nous intéresse, c'est XG, YG, ZG est égal à 1 sur M. Toujours c'est 1 sur M. Hein. C'est très simple à étudier, c'est très simple à calculer. C'est 1 sur M sigma MI XI, I allant de 1 à N. Alors XI c'est quoi? Ce sont les coordonnées du point MI par rapport au repère R0, etc. Vous aurez XI, YI, ZG et X, Y, Z sont les coordonnées du point G par rapport au repère R0. Ou bien donc le repère I est égal à 1 à N, MI, YI. Et ça c'est I est égal à 1 à N, MI, ZI. Voilà donc les trois relations dont on aura besoin. C'est ça ce qu'on veut calculer par la suite. On veut déterminer les coordonnées du centre de masse par rapport à un repère donné. Regardez la chose suivante, c'est cette relation-là, on peut la démontrer à partir d'ici, c'est pas difficile. Vous prenez par exemple ceci, alors je vais vous démontrer cette relation, et je vais la démontrer quel que soit le point O0, non pas seulement vrai que pour une origine, elle est en particulier vraie pour l'origine, mais elle est vraie pour n'importe quel point A, ou bien n'importe quel point Q. Alors cette chose-là, si vous voulez, pourquoi ça donne ça? C'est très simple, vous allez mettre ici, vous allez introduire l'origine ou bien un point quelconque, vous aurez MI G O0 plus O0 MI, la somme des MI O0 G d'un côté et la somme des MI O0 MI de l'autre, et ce terme il est négatif, il va devenir positif, le O0 G il va sortir de la masse, et vous aurez, bien, regardez, c'est très simple, c'est, oh là là, donc je vais la mettre quelque part, c'est mieux là, voilà, je vais la mettre ici. Hein. Je vais prendre ce petit espace pour faire la démonstration. Vous aurez la somme I est égale à 1 à N de MI. Alors j'introduis le point O0 par exemple, c'est O0 plus O0 MI. Voilà, est égal à 0. Ceci, somme de ça plus somme de ça. Bien, les voilà. Somme I1 à N, MI GO0 plus somme I1 à N, MI O0 MI égale à 0. Alors cette somme-là, regardez la différence entre cette somme et cette somme. Dans cette somme, j'ai besoin de MI O0 MI. Dans cette somme, j'ai besoin de MI GO0. Le GO0 ne change pas avec la masse, tandis que le OMI, il change avec la masse. Puisque le O0G ne change pas avec la masse, je peux le sortir à l'extérieur. Et donc j'aurai ceci c'est O0, si vous voulez, c'est somme, c'est GO0, la somme, I est égale à 1 à N, MI plus cette somme qui ne va pas changer, I1 à N, MI O0 MI est égale à 0. Eh bien, cette somme-là est égale à N, à M, d'accord, cette somme est égale à M, et j'aurai donc M fois GO, je la passe de l'autre côté, je vais avoir M, O0G est égal somme, I est égal à 1 à N, MI, O0, MI. Alors, et donc O0G est égal à 1 sur M. Alors, cette relation-là, qui est égale, c'est la même que cette relation-là, ne dépend pas du point O. Hein. Vous pouvez mettre n'importe quel point. Et si vous changez ce point-là, il faut changer ce point-là. Si ce point-là, par exemple, c'était un point Q, là, vous aurez un point Q. Donc, cette relation, elle est générale, quel que soit le point que vous avez mettre ici. Ça, c'est pour un système toujours discret. Alors, si donc on regarde le système continu, pour le système continu, voilà ce qu'on aura. Donc, on va généraliser ceci au système continu. Pour le système continu, au lieu d'avoir une somme, je vais avoir une intégrale. Eh bien, c'est là où donc, vous allez avoir des intégrales. Alors, je suppose que j'ai donc un système continu. Voilà mon système continu, système continu. Mon système il est continu, hein, donc c'est une intégrale, c'est à 3 dimensions, 2 dimensions, 1 dimension. Donc j'ai un système continu de plusieurs points, une infinité de points. Alors,
la relation du centre de masse, la définition du centre de masse, par définition, le centre de masse est donné par la relation. Alors, au lieu d'avoir la somme de MI, GMI, je vais avoir, au lieu d'avoir la somme, je vais avoir une intégrale. C'est ça ce que ça veut dire la somme. Donc la somme de quelque chose de MI, le MI c'est le DM. Le DM, GM, multiplié par le DM, c'est-à-dire le DM, c'est la masse du point M. Et le M, il doit appartenir à mon système. Ça, c'est la définition du centre de masse. C'est la même que celle-là que vous avez en haut, c'est la somme de MI, GMI est égale à 0. Sauf que celle-ci, elle est sur le système continu. Alors cette intégrale, elle peut être une intégrale simple, elle peut être une intégrale double, elle peut être une intégrale triple. Mais moi, je note carrément une seule intégrale pour ne pas avoir les 3 intégrales chaque fois. Alors, elle est simple si le DM est égal à lambda fois, par exemple, dl. Si vous avez un certain élément de masse dm, par exemple, c'est linéique, ça c'est la densité linéique de masse sur l'élément filiforme, d'accord? Sinon, ça c'est si vous avez une intégrale simple. Si le dm est double, c'est-à-dire si le dm est égal à sigma fois le ds, là vous aurez une intégrale double. Si l'élément dm est égal à ρ, c'est la densité volumique, densité surfacique, densité linéique, densité surfacique, densité volumique, densité surfacique et densité linéique, ρ, et ici vous aurez dv. Alors cette intégrale, c'est une notation, elle se peut qu'elle soit une intégrale simple, une intégrale double ou une intégrale triple. Alors par la suite, les coordonnées, ce qui nous intéresse, ce sont les coordonnées du point G. Alors voilà c'est ça ce qui nous intéresse, c'est ça ce qu'on veut donc trouver par la suite, parce que le centre de masse a une importance très particulière en mécanique. Hein. On lui rattache tout par la suite. Hein. Alors, je vais donc revenir à voilà, la définition. Alors vous avez votre système sigma est supposé continu. Et vous avez donc un point M. Le centre de masse, c'est quoi? C'est un point qui vérifie cette relation. Faites attention, le centre de masse n'est pas forcément un point qui appartient à sigma. Il se peut qu'il soit un point qui est à l'extérieur de sigma. Je peux avoir ça. D'accord? Le centre de masse, c'est un point, il se peut qu'il appartient à sigma, il se peut qu'il n'appartient pas à sigma. Je prendrai par exemple, voilà mon G. Alors G, c'est quoi? C'est, je prends un élément de masse autour du point M, ça c'est mon élément de masse autour du point M. Mon point M, le voilà, pardon. Mon point M, il est ici. Le point M, il est à l'intérieur. Ça c'est mon élément de masse dm. Et l'élément de masse dm autour du point M. Et je regarde toutes les sommes. Gm fois dm, la somme sur tout le système doit être égale à 0. Alors, si par la suite, je voudrais calculer les coordonnées, si par la suite, j'ai un repère, et c'est ça ce qui nous intéresse. Si j'ai un repère, une base, une origine, je vais vous donner un exemple rapidement. Si je cherche les coordonnées, si je cherche les coordonnées xg, yg, zg, 2g par rapport à ce repère-là, c'est-à-dire que je vais avoir par exemple O0g, ces coordonnées par rapport au repère R0 ou bien la base B0, c'est xg, yg, zg. Le point M, c'est un point M de coordonnées ici, c'est pas M1, M2, c'est pas X1, XY, IZI, mais c'est M, X, Y, Z. Hein. Le point M, c'est de coordonnées. Le point M, ça c'est votre élément de masse dm au point M. Et le point M, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est un point quelconque. Je prends un point quelconque, ce n'est pas un point particulier ici. Je prends un point quelconque et les X, Y, Z, ce sont les coordonnées du point M par rapport à ce repère. Eh bien là, à quoi est égal XG, YG, ZG? Alors XG,
c'est la même chose que tout à l'heure, c'est 1 sur m. M cette fois-ci, c'est quoi? M cette fois-ci, m, je vais l'écrire ici, hein. M, c'est l'intégrale dm. M, c'est l'intégrale dm au point m, m appartenant à sigma. C'est la masse totale du sigma, hein. Masse totale de sigma, du système. C'est la masse totale du sigma. Donc c'est 1 sur m, l'intégrale x dm au point m, tout simplement. YG, la coordonnée YG, c'est 1 sur la masse totale, l'intégrale, bien sûr, m appartenant à sigma, y dm au point m, m appartenant à sigma. Et même chose, ZG, c'est 1 sur m, l'intégrale z dm au point m, m appartenant à sigma. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce x, y, z? Je répète, ce sont les coordonnées du point M par rapport au même repère x, y, 0, x0, y0, z0, par rapport auquel je cherche la position du centre de masse. D'accord? Et c'est à partir de ces trois choses qu'on va déterminer donc les coordonnées du centre de masse par rapport à un repère dans n'importe quel exercice. Alors, je vais commencer par un exemple. Alors, exemple, je vais essayer de vous donner plusieurs exemples, mais si le problème du temps nous contracte, alors je ne peux pas faire autrement, hein. Donc, je vais essayer de faire le maximum pour vous donner des exemples, hein. Voilà donc notre premier exemple, c'est un demi-disque. Exemple, j'ai un demi-disque. Voilà mon demi-disque. Oh, pardon, je prends un demi-disque. Voilà mon demi-disque. J'ai un demi-disque, le voilà. Et je voudrais calculer et déterminer la position du centre de masse par rapport à un repère donné. Alors, supposons qu'on me donne, parce que le repère, c'est donné, hein, c'est pas un repère que je vais donc moi-même attacher. Bah, de toute façon, il faut qu'on vous donne un repère. On vous donne un repère, c'est-à-dire une origine et une base. Supposons qu'on vous donne, votre repère, c'est celui-là. Il vous donne l'origine ici, c'est au milieu, c'est-à-dire R0, RR, hein, RR. Et si vous avez un demi-disque, ça c'est un demi-disque D, un demi de centre O0 et de rayon R. D'accord? Eh bien voilà, donc j'ai mon origine. Alors les axes, il se peut que cet axe soit l'axe des Y, soit l'axe des X, soit n'importe quel axe. Pour l'instant, je n'ai pas fixé. Alors supposons qu'on vous a fixé les axes. Voilà, on vous a dit par exemple, ça c'est votre axe X0, d'accord? Ça c'est votre axe Y0. Il se peut que ça c'est l'axe X0, ça c'est Z0, il se peut que ça c'est l'axe Y. Ça dépend du repère qu'on vous donne, d'accord? Par rapport auquel vous allez chercher la position du centre de masse. Je vais agrandir un petit peu mon schéma parce que comme ça vous allez voir mieux par la suite parce que je vais expliquer des choses ici. Voilà mon demi-disque. Voilà mon demi-disque, qui est donc positionné comme ceci par rapport à ce. Alors, je vais chercher les coordonnées XG, YG et ZG du demi-disque de D1,5. D'accord? Alors, la première des choses, parce que j'en aurai besoin, c'est de calculer, de déterminer la masse. Si je n'ai pas la masse, je ne peux pas calculer ni XG, ni YG, ni ZG. D'accord? La première des choses, c'est calculer la masse. Bien sûr, la masse, j'ai le dm est égal. Le dm, vous voyez très bien que j'ai donc, c'est un demi-disque, il est comme ceci, hein. C'est pas un demi-cercle, c'est un demi-disque. C'est le dm, c'est un sigma fois le ds. Bien sûr, il y a plusieurs choses à mettre en premier, c'est ça, ça. Bon, moi je suis allé un petit peu très vite, mais il faut d'abord, si vous voulez, je prends un point. Il faut prendre un point qui appartient à mon système. Voilà par exemple un point. Ce n'est pas un point particulier ici ou là, ou là, ou là. Vous allez prendre un point quelconque qui appartient au système. Voilà votre point M. Ça, c'est mon point M. Qui appartient au système. Mon point M, il aura pour coordonnées dans le... Il faut le placer, votre point M. Et là, il aura pour coordonnées X, Y, Z. Voilà mon X. Voilà mon Y. Mais faites attention, mon Z n'existe pas parce que j'ai un disque dans le plan. Le Z égale automatiquement 0. Donc il faut d'abord positionner un point qui appartient au système.
Secondo, il faut choisir, normalement le x, y, c'est ça. Ça c'est x et ça c'est y. Hein. Ça c'est x. Faites attention aux axes. Ça c'est x et ça c'est y. Alors, j'ai donc le z, c'est vers vous. Hein. Le z0, c'est vers vous. x0, y0. Bien. Alors, faites attention aux axes, faites attention à tout ce que vous avez ici. Alors, je pourrais soit travailler avec xy, c'est-à-dire les coordonnées cartésiennes, sinon, je pourrais aussi travailler avec les coordonnées polaires, si vous voulez, ou les coordonnées cylindriques. Ici, je vais prendre par exemple les coordonnées polaires. Les coordonnées polaires, c'est-à-dire r et θ. R et θ. Alors, il faut donc choisir les coordonnées les mieux adaptées pour étudier pour faire votre étude. Là, on va chercher les coordonnées du centre de masse, mais de toute façon, je vais choisir, et vous allez voir par la suite, je pourrais travailler avec XY, mais c'est un peu difficile à faire. Je vais travailler avec R et θ, les coordonnées polaires. Alors, une fois que j'ai pris les coordonnées polaires pour décrire mon système, à ce moment-là, je pourrais calculer mon ds. Le sigma, on va supposer que c'est un système homogène, etc. Donc, le sigma il est constant. Il me reste ce ds. Alors, normalement, j'ai un élément de surface. Ça, c'est un élément de surface. D'accord, le ds, c'est un élément de surface. Un élément de surface, et j'ai quoi? J'ai deux variables. J'ai la variable r et la variable θ. Puisque vous avez deux variables, il faut, pour calculer cet élément de surface ds, il faut faire varier un élément à la fois, et faire le produit de ce que vous avez obtenu. Voilà mon élément ds est égal. Regardez ce que je vais faire. Mon élément ds, c'est quoi? C'est une variation. Je vais donner à r une variation dr, et le θ, je vais le laisser constant. Je ne vais pas le faire bouger. Alors, si je donne à mon r, au point M, si vous voulez. Normalement, je donne à R une variation dr. Le θ, il va rester constant. Je ne vais pas le toucher. Je vais toucher que le R. Je vais donner une variation dr. Je donne une variation dr. Ça, c'est la variation dr que je donne à R. Donc, à R, je donne une variation dr. Donc, à ce R correspond la variation d de R. Mais à θ, quand je fais une variation de θ, c'est-à-dire je rajoute un petit θ, je rajoute un dθ ici, quand je rajoute un dθ, j'aurai une variation non pas de dθ, mais une variation de longueur qui est égale à r fois dθ. Ça, c'est le dθ. Ça c'est votre dθ. D'accord? Et cette longueur, c'est r fois dθ. C'est r fois dθ. Ça vous donne cette longueur. Cette longueur-là, c'est r dθ, et cette longueur-là, c'est dr. Et la surface ici, c'est r dθ. Et la surface, c'est le produit des variations des deux paramètres que vous avez de votre problème. Là, ici on a deux paramètres. Donc, puisque j'ai deux variables, j'aurai donc une surface. Variation de R, ça donne dr. Variation de θ, ça donne r dθ. Et le produit, ça me donne le ds. Le ds, c'est r dr dθ. Le produit, c'est r dr dθ. Cet élément de surface, il est ici. Voyez, je continue si vous voulez ça. Voilà. Et je fais ça. C'est un arc de cercle aussi. Mon élément de surface, c'est ça. C'est ça votre élément de surface ds. Le ds, ceci, c'est mon ds en coordonnées polaires. C'est r dr dθ. D'accord? C'est r dr dθ. Eh bien, par la suite, je pourrais donc, une fois que j'ai trouvé le dm, je pourrais calculer la surface, le centre de masse, etc. Parce que c'est à partir de ce dm que je vais donc tout faire. Pourquoi? Parce que j'ai mon xg, par exemple. Mon xg, c'est 1 sur m, l'intégrale x dm. Le dm, je l'ai calculé déjà. C'est-à-dire que le xg, par exemple, si je cherche le xg est égal à 1 sur m, l'intégrale x, le dm c'est quoi? Le dm c'est sigma r dr dθ. D'accord? Il me reste, bien sûr, si je choisis les coordonnées polaires, mon x et y, ils vont être exprimés par ceci. X, il va être égal à petit r
cosinus θ, et le petit y, c'est R sinus θ, parce que je suis en coordonnées polaires. D'accord? Le x est égal à R cosinus θ, et le y, c'est R sinus θ. C'est ça, R sinus θ. Et donc, j'aurai donc à remplacer x par sa valeur. Et ceci va me donner, je fais ceci avec un temps plus long pour que tout le monde voit ce qu'on fait. Ça, c'est R cosinus θ, et par la suite, sigma R dr dθ. Voilà, donc c'est une intégrale. Vous voyez très bien que c'est une intégrale où il y a deux variables. Il y a deux variables, donc c'est une intégrale double. C'est une intégrale double. Je ne vais pas marquer mon intégrale double. Si vous voulez, je peux mettre ça. J'ai double intégrale. Alors, pour cette double intégrale, il faut donc avoir les limites, c'est-à-dire les bornes d'intégration pour R et les bornes d'intégration pour θ. Alors, il faut savoir la chose suivante déjà, c'est que lorsque vous faites varier que R, le θ il va rester constant. Et lorsque vous faites varier par exemple θ, le R ne va pas varier. D'accord? Ça veut dire que les variables R et θ, ce sont deux variables indépendantes. Ici, j'ai deux variables indépendantes. Si j'ai le temps, je pourrais vous donner un exemple où vous avez deux variables dépendantes. D'accord? Alors, ici, vous avez le R, votre R, les bornes d'intégration, c'est 0 et R. Tandis que pour θ, pour balayer tout le disque, j'ai besoin d'un θ qui va varier de 0 à pi. θ, elle va varier de 0 à pi. Alors, je répète. Si je laisse R fixe et je fais varier θ de 0 à pi, vous voyez, je vais avoir ça. D'accord? Si j'ai un élément de, si vous voulez, si je fais varier le R, si je fais varier le R par la suite, vous aurez ça, tout ça. D'accord? Vous aurez tout ça. Et donc, j'aurai donc balayé tout mon système. C'est-à-dire, lorsque R varie de 0 à R et θ varie de 0 à pi, vous aurez donc balayé tout votre système. Et bien ici, vous aurez une intégrale sur R et une intégrale sur θ. Alors, déjà, ceci, on peut l'écrire comme ceci, l'intégrale R carré dr et l'intégrale cosinus θ dθ. Je peux l'écrire comme étant un produit de deux intégrales. Cette intégrale, c'est comme un produit de deux intégrales. Pourquoi? Parce que les variables R et θ sont indépendantes. D'accord? Et ceci de 0 à R, et ceci de 0 à pi. Voilà donc le calcul. Donc ceci me donne 1 sur M. 1 sur M, R3 sur 3, donc c'est R3 sur 3, le premier. Ah, pardon, ici c'est X. X, c'est moins sinus θ. On n'a rien fait de... Oui, alors ceci, il fallait commencer par ceci. Alors ici c'est un sinus θ. Sinus θ de 0 à pi. Vous voyez très bien que ce terme-là est égal à 0. Et puisque ce terme-là est égal à 0, j'ai oublié de passer par le calcul de cette intégrale en premier. Vous voyez très bien que cette intégrale est égale à 0 parce que sinus de pi est égal à 0, sinus θ est égal à 0, donc ceci est égal à 0. C'est-à-dire que xg est égal à 0. Ah ben ça, on peut le savoir, on peut le voir. Parce que le centre de masse ne peut pas être de ce côté-là, ni de ce côté-là. Le centre de masse, c'est un poids. Si c'est de ce côté-là, ça veut dire que vous avez un poids plus important ici, etc. Donc le centre de masse ne peut pas se trouver sur l'axe des x, ne peut pas avoir de composante sur x, il ne peut être que sur l'axe des y. Pourquoi? Parce que vous avez déjà Zg est égal à 1 sur m, l'intégrale z dm, et ceci est égal à 0. Pourquoi? Parce que car z est égal à 0, mon z est égal à 0, c'est un z qui est égal à 0 par construction de votre système. Donc il ne nous reste que le YG, donc on va calculer le YG. D'accord? Alors pour YG, c'est le même calcul. Ah ben je vais le faire ici. Pour profiter de ce calcul-là, voilà, je ne vais pas tout réécrire. Le YG est égal à 1 sur m, l'intégrale, cette fois-ci y, ds sigma r dr dθ. Le y, c'est r sinus, c'est 1 sur m. L'intégrale y, c'est r sinus θ. Le sigma, je le sors ici. Le y, c'est r sinus avec r et r, ça fait r carré dr. Et l'intégrale,
sinus θ dθ de 0 à pi et de 0 à r. Alors cette fois-ci, cette intégrale, est-ce qu'elle est nulle? Cette intégrale, c'est moins cosinus. Cette intégrale, c'est moins cosinus θ de 0 à pi. Moins 1 et moins 1, ça fait moins 2, et moins ça fait 2. Alors cette intégrale nous donne 2. Cette intégrale est égale à 2. Cette intégrale est égale à 2. Je vais avoir sigma sur m. Ceci, c'est R3 sur 3. Je laisse tout, hein, R3 sur 3, et multiplié par 2. 2, c'est cette intégrale. Eh bien, j'ai fini, hein, j'ai presque fini. Ceci, c'est R3 sur 3. Alors, l'erreur que les étudiants commisent toujours est la suivante. Ne jamais laisser ce sigma à l'intérieur de l'expression de YG. YG, c'est une distance. Bien sûr, il faut que je trouve une distance. Ne jamais laisser ce sigma parce qu'on ne vous le donne pas. On ne vous donne pas sigma. Sigma, vous l'avez introduit comme moyen de calcul. Ce qu'on vous donne, nous, c'est la masse et le rayon. On vous donne la masse et le rayon, on ne vous donne pas le sigma, on ne vous donne pas la densité linéique, on ne vous donne pas la densité volumique. Ce sont des éléments que vous utilisez. Si on vous demande d'exprimer la masse fonction de ρ ou bien sigma, à ce moment-là, on peut le faire. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais voir à quoi est égale la masse. Je ne vais pas laisser ceci comme ceci. À quoi est égale la masse? Alors, il y a deux manières pour calculer la masse. Je vais vous donner les deux manières pour calculer la masse. Soit, maintenant j'ai besoin, regardez, je suis arrivé ici, j'ai exprès laissé le calcul de la masse à la fin. Normalement, je voulais le faire avant au départ. Ça vous permet un petit peu de faire le calcul, mais je l'ai laissé quand même à la fin. Il faut que je calcule cette masse, il faut que je fais simplifier cette relation-là que j'ai ici. Eh bien, pour calculer la masse, dans tous les cas, vous avez besoin, vous pouvez le faire de deux manières différentes. Soit vous calculez la masse directement, un calcul direct, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai un élément surfacique, donc la masse est égale sigma fois la surface. La masse est égale, pourquoi? Parce que l'intégrale de ceci c'est la masse, et l'intégrale de ceci, hein, si vous avez le dm est égal sigma ds, ça veut dire que vous avez l'intégrale de dm est égal l'intégrale sigma ds est égal sigma l'intégrale sur ds. Alors ceci c'est par définition, ça c'est par définition c'est la masse qui est égale sigma, et cette intégrale sur sigma c'est la surface du disque que j'ai ici. Par exemple, c'est la surface de mon disque. Donc la masse normalement c'est sigma fois la surface. Alors, soit je fais le calcul direct, je dis c'est quoi? La masse c'est sigma fois la surface. Ben, sigma, je le pose, il me reste la surface. Ah ben, la surface, est-ce que c'est compliqué à calculer? Si c'est compliqué, je passe par l'intégrale. Si c'est pas compliqué, je passe directement. La surface c'est pi r carré divisé par 2. J'ai la moitié. C'est pi r carré divisé par 2. Eh bien, c'est fini. J'ai obtenu la relation qui existe entre la masse et sigma. C'est-à-dire que j'ai sigma sur m, sigma, parce que j'en ai besoin ici, sigma sur m. J'ai besoin de sigma sur m. Le sigma sur m, si vous voulez, sigma sur m est égal 2 sur pi r2. Voyez? Alors, soit vous faites un calcul direct, si votre surface est simple à calculer, vous faites un calcul direct, sinon on peut faire l'intégrale. Je vais vous montrer comment faire l'intégrale. D'abord, je vais écrire ceci, alors je vais avoir ceci est égal, alors sigma sur m, je vais le remplacer, je ne vais pas le laisser comme ceci, ne jamais laisser sigma sur m. Je le dis, je le répète, ne jamais laisser le sigma sur m pour n'importe quel calcul, soit pour les moments d'inertie, soit pour la matrice d'inertie qu'on verra par la suite, soit pour le centre de masse, ne jamais laisser ce sigma sur m. Alors sigma sur m c'est 2 sur pi r2, et après je remets tout ceci, j'en aurai 2r3 sur 3, 2 sur, ça nous fait 4 tiers de pi fois r. Donc le YG, ça nous fait 4 tiers sur pi
et fois R. Vous voyez le YG. Le YG, c'est quelque part, sur l'axe. Le centre de masse, il est à la distance, mais je vais le poser quelque part. Voilà le centre de masse G. Cette distance-là, le YG, est égal à 4 tiers pi R. 4 tiers pi R. C'est un petit peu, il y a quelque chose peut-être qui me dérange, c'est sigma sur m. Sigma sur m, c'est 2 sur ça. Ah ben c'est très bien, c'est 4 tiers de pi. Alors, 3 fois 3, c'est 9, disons, c'est 10, c'est 4R sur 10 à peu près. Hein, c'est 4 dixièmes de R, à peu près 4 dixièmes de R. Bien. Alors, sinon, je calcule la masse directement. Sinon, je calcule ma masse directement. Voilà, donc je vais vous donner le calcul de la masse directe. Vous pouvez le refaire chaque fois que vous en aurez besoin. Voilà, donc je vais prendre mon dm, tout simplement, est égal à sigma ds, c'est-à-dire que la masse m, qui est égale à l'intégrale sur dm, est égale à l'intégrale sur sigma ds, est égale à l'intégrale sigma. Alors cette fois-ci, je remplace mon ds que j'ai ici, dans ce cas particulier. Le ds, c'est quoi? Le ds, c'est r dr dθ. Le ds est égal, le ds, c'est r dr dθ. Cette intégrale est une intégrale double, ça va nous faire sigma, je sors le sigma, l'intégrale r dr, c'est l'intégrale r dr et l'intégrale sur dθ, de 0 à r et de 0 à pi. Ceci, ça nous fait sigma r carré sur 2 fois pi. Vous voyez très bien que j'ai la même chose qu'ici. La masse m est égale sigma pi r carré sur 2. Vous voyez très bien, vous faites soit une ligne, soit ce calcul-là. Vous avez donc le choix de faire le calcul par la méthode qui vous convient le plus. Pour le centre de masse, pour le calcul de la masse, normalement, il faut s'intéresser d'abord au calcul de la masse au premier. Il faut essayer de calculer la masse au premier. Ah, j'ai oublié de faire démarrer mon caméra. Mon calcul de temps, c'est le chrono. Bien, alors un deuxième exemple. Exemple 2. On va le faire, bien sûr. Alors, je vais prendre cette fois-ci une demi-sphère, toujours c'est demi, une demi-sphère creuse, et j'ai, voilà, mon axe x0, y0 et z0. x0, y0, z0. Ça, c'est x0, o0, y0 et z0. J'ai une sphère, une demi-sphère, S1,5 de centre 0 et de rayon R creuse. Demi-sphère creuse. Vous pouvez mettre SP, SP pour avoir une sphère. Demi-sphère creuse. Alors, si j'ai une demi-sphère creuse, alors on a dit que la première des choses à faire, toujours la première des choses, c'est de prendre un point M quelconque qui appartient au système. Mon système ici, c'est la demi-sphère. C'est une demi-sphère creuse, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à l'intérieur. D'accord? Il n'y a rien, c'est juste une surface. C'est juste la surface. C'est comme si vous prenez un ballon, vous le coupez en deux, juste la surface du ballon. Alors, un point qui appartient au système, le voilà par exemple, un point M qui appartient à mon système, qui va être à la distance R. Il ne peut pas être ailleurs. Et là, la distance R, il peut être n'importe où sur la sphère. Bien sûr, vous pouvez donc projeter ceci pour avoir les coordonnées sphériques. Les coordonnées sphériques, et voilà. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'excuse. J'ai un petit peu fait ça à l'envers. Voilà. Ma broche trouche. Elle ne veut pas. Tant pis, on va le refaire jusqu'à ce que ça tient. Voilà, donc j'ai le X, Y et Z. Mais normalement on fait ça. On fait ça. On note ceci, si vous voulez, les angles. Je vais prendre des angles. Voilà. Cet angle-là, je vais le noter θ. Et cet angle-là, qui définit cet axe-là, je vais le noter phi. Alors, les axes, vous pouvez les prendre comme vous... Pardon.
les angles, prenez θ ici ou bien ici, phi, comme vous voulez. Mais ce qui est très important, ce sont les projections. Alors, si vous ne maîtrisez pas les projections, vous n'allez pas trouver vos intégrales. Alors, ce point-là, qui est ici, il est de coordonnées x, y, z. Eh bien, pour faire mon calcul, j'ai besoin de trouver des coordonnées. Alors, les coordonnées les mieux adoptées pour ce genre de problème, ce sont les coordonnées sphériques. Et pour les coordonnées sphériques, j'ai introduit le θ et le phi. Très bien. Maintenant, il me reste les projections pour pouvoir remplacer le x, le z, etc. Pour pouvoir les calculer, il faut que je trouve les expressions de x, y, z. On voit très bien que pour z, c'est grand R cosinus θ. Ça, grand R cosinus θ. Le R, il va rester constant. Pour x, y, si j'ai ici R cosinus θ, ici je vais avoir R sinus θ, et là R sinus θ. Et par la suite, R sinus θ, c'est quoi? R sinus θ, c'est ça. Ça, c'est R sinus θ. Oh, c'est un peu à l'envers, mais c'est pas grave. Oh là là, je vais avoir... je vais un petit peu réduire ce point-là. Bon, ben, je vais un petit peu... Voilà. Ah, juste un petit peu pour avoir de l'espace. Voilà, voilà. Et donc, ce R-là, c'est celui-là. Hein. Ça, c'est R sinus θ. Vous allez le retrouver ici. Hein. R sinus θ, R sinus θ. Et ça, c'est R cosinus θ. Ça, c'est R cosinus θ. Ah, il ne va pas jusque-là. C'est R cosinus θ, c'est un point ici. Hein. Ce n'est pas jusqu'à la pointe. Ça, c'est R cosinus θ. Et là, vous aurez R sinus θ. Alors, R sinus θ et par la suite, cosinus phi. Cosinus phi. Et là, c'est un sinus phi. Très bien. Alors, il faut donc les bornes. Faites attention. J'ai des variables qui sont indépendantes de θ et phi. Il me faut les bornes. Les bornes, R, il ne va pas varier parce que R, il va donc engendrer toute la surface, la sphère creuse. Il me faut le θ et le phi. Le θ, il va varier. Regardez, le θ, il va varier de 0 jusqu'à pi. Le θ, il va varier de 0 jusqu'à pi. Alors que le phi, on va le faire varier de 0 à 2pi. Je ne peux pas faire varier θ de 0 à 2pi, c'est impossible. À pi, c'est impossible. Pardon. Pi sur 2, pi sur 2. À pi sur 2. Je ne peux pas faire varier θ de 0 à pi, etc. θ ne peut varier que 0 à pi pour avoir que j'arrête juste à la surface qui est dans le plan. Et après, le phi, c'est tout autour. D'accord? Voilà. Alors, il nous reste quoi? Il nous reste l'élément de surface, parce que mon système, il est surfacique. Le dm est égal à sigma ds. Il me faut l'élément de surface, le ds. Alors, l'élément de surface, on a dit que j'ai un système à deux variables. Les deux variables ici, c'est quoi? Les deux variables, ce sont dθ et la variable θ et phi. Je vais les mettre ici. Hein. J'ai mes deux variables. R n'est pas variable. R n'est pas variable. R n'est pas variable. J'ai variation de θ et variation de phi. Alors, quand je fais varier θ, ça c'est R. Ça c'est R, hein, jusqu'à la fin, jusqu'à la pointe. Ça c'est R. Quand je fais varier θ, j'aurai un élément de longueur, c'est R dθ. Un élément de longueur, il va me donner ceci, un élément de longueur R fois dθ. Ça c'est mon élément de surface ds. Mettons la variation de phi. Alors pour la variation de phi, je vais tourner dans ce sens, d'accord? Autour de l'axe Z0. Je vais tourner autour de l'axe Z0. Pour tourner autour de l'axe Z0, mon rayon c'est celui-là, c'est R sinus θ. R sinus θ fois dφ. C'est R sinus θ. R sinus θ c'est quoi? Ça c'est le bras, hein. C'est le bras qui va donc tourner d'un angle dφ. Qui va tourner d'un angle dφ. Multiplié par dφ. Ça, c'était le bras pour l'élément dr, et ça, c'est le bras pour l'élément dφ. Et donc, ceci, ça me fait R2 sinus θ dθ dφ. Eh bien, si j'ai besoin déjà de la masse, les deux cas particuliers, soit je fais le calcul direct, soit je fais un calcul par intégrale. Alors, le volume d'une sphère
volume, hein, le volume sphère totale. Si vous avez une sphère, si vous voulez, le volume total. Le volume total, V est égal à 4/3 de pi R3. C'est une sphère de rayon R. Et si je voudrais la surface de la sphère totale, c'est la dérivée de ceci, si vous voulez, c'est 4 pi R2. C'est la sphère. C'est comme si vous faites la dérivée de ceci, vous allez avoir la sphère. Et si je voudrais la moitié de la sphère, la surface de la moitié de la sphère, c'est 2 pi R2. Et donc c'est fini, si je voudrais la masse, c'est sigma fois la surface, S1/2, ce qui est le cas, ce qui est égal à 2 pi sigma R2. Voilà la masse. Sinon, si vous voulez faire l'intégrale, vous faites l'intégrale, c'est très simple. Bien. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la position du centre de masse, c'est-à-dire xg, yg, zg. Je ne vais pas calculer le xg, yg parce que ça va faire un 0. Je vais calculer uniquement le zg. Hein. Je vais calculer que le zg parce que le xg et le yg, le centre de masse ne peut pas se trouver sur x et y, il va se trouver sur l'axe z. Donc, je vais calculer que zg et on passe à autre chose. On pourra s'arrêter par la suite. Alors voilà, le xg est égal à 0, le yg est égal à 0, les positions du centre de masse dans le repère dans lequel on travaille, xg est égal à 0, yg est égal à 0. Vous pouvez à la maison refaire le calcul pour voir est-ce que c'est vraiment 0 ou pas. Alors ce que je vais faire, c'est de calculer zg. C'est le même calcul, on change que ce qui est à l'intérieur ici. Ici, j'ai zg. Si je voudrais calculer xg, je mettrai x. Si je voudrais calculer yg, je mettrai y. Le dm, c'est l'intégrale z sigma ds, le ds, je l'ai ici. Sigma R2 sinus θ dθ et dφ. Vous voyez très bien que c'est une intégrale double. Je sors sigma R2. Je sors sigma R2. Je remplace z par sa valeur. Z est égal à R cosinus θ. Ceci est égal. Je sors sigma. Je laisse pour l'instant. Z, c'est R cosinus θ. Je le laisse. Comme ça, vous n'aurez pas de problème à la maison. Sinus θ, dθ, dφ. Voilà, je laisse tout. Et maintenant, je vais sortir le R2 et le R, ça fait R3. C'est sigma sur M. Voilà mon R3. Et là, j'ai une intégrale double. Sauf que les variables θ et φ sont des variables indépendantes. Indépendantes, si vous voulez. Je pourrais vous donner un exemple, si c'est possible, sinon en TD. Des variables qui sont dépendantes. Et si vous avez des variables qui sont indépendantes, ici, vous aurez un produit de deux intégrales. Produit de deux intégrales. La première intégrale, c'est en θ, sinus θ, cosinus θ, dθ. C'est un produit, c'est pas une somme, c'est un produit. Ça, c'est la constante qu'on a sortie. Ça, c'est une intégrale sur θ. Et l'autre intégrale sur φ, sur dφ, il n'y a rien. De 0 à 2π. Et celle-ci de 0 à π sur 2. 0 à π sur 2. Celle-ci, c'est 2π, ça pose aucun problème. Celle-ci, c'est sinus carré sur 2. Celle-ci, c'est un sinus carré sur 2, primitive. Sinus carré sur 2 de 0 à π. Et celle-ci, c'est donc, je vais avoir, si vous voulez, c'est sigma R3 sur M, multiplié par 2π, que je vais laisser en premier, et multiplié par ceci. Ceci, c'est un sinus carré sur 2. C'est un sinus carré θ sur 2, le tout sur 2, de 0 à π sur 2. Bien, vous voyez très bien, de 0 à π sur 2, en π, ça fait 1/2. Ça fait 1/2. Le 1/2 avec le 2, elles vont partir, si vous voulez, ils vont partir. Et j'aurai donc... on va s'arrêter juste après le résultat pour reprendre par la suite. Donc voilà. Donc ZG est égal. Je vais simplifier le 2 avec ce 2-là, le 1/2 que je vais ici.
c'est sigma R3 fois pi sur m. J'espère qu'on n'a pas fait d'erreur. Le 2 avec le 2, le pi je l'ai ici, le R3, le sigma sur m. Très bien. Et maintenant, il faut que je remplace le sigma sur m. Il ne faut pas que je le laisse. Alors, sigma sur m, c'est 1 sur 2 pi R2. C'est 1 sur 2 pi R2. C'est sigma sur m, c'est sigma sur m. 1 sur 2 pi R2, est-ce que c'est bien ça? Sigma sur m, c'est 1 sur 2 pi R2. Alors, et multiplié par R3 pi, vous voyez très bien que ça fait le pi avec le pi, le R3, ça nous fait R sur 2.